Parce qu'il passait des ordres de 500 millions. Est-ce que tu penses qu'un gars comme ça peut faire couler un broker? Et son compte, il arrive à 130 millions. Il y a 12 ans, il commençait comme commercial et aujourd'hui, il est directeur France de l'un des plus gros brokers régulés en Europe. Est-ce que vraiment vous gagnez beaucoup d'argent? Il y a un truc genre 6 euros. Ah ouais, carrément. Et aujourd'hui, vous allez enfin avoir en direct les réponses que tout le monde se pose. Est-ce que vraiment les brokers, ils manipulent les marchés? Politiquement, t'as pas le droit de le faire. Voilà. Techniquement, je pense que tu peux le faire. Où va vraiment votre argent? Peut-on vraiment faire confiance aux brokers? Des robots de trading posaient un vrai problème pour des courtiers. Au lieu de mettre 500 euros et trader avec 50 000, c'est sûr que le message il est magique. Raphaël nous dévoile tous les coulisses, les secrets et ce que personne ne vous dit sur l'industrie des brokers. C'est pas parce que t'as payé trop de commissions ou trop de spread. Si tu perds, c'est parce que t'as pas été bon. De tous les podcasts que j'ai fait depuis 2 ans, je pense qu'il fait partie des meilleurs. Aujourd'hui, on accueille Raphaël dans un objectif totalement informatif pour sensibiliser les bonnes pratiques du trading. Donc le trading comporte des risques et peut entraîner des pertes. Faites toujours preuve de prudence et formez-vous correctement. Allez, bienvenue à toi en tout cas, Merci. Raphaël. Donc on a l'honneur de te recevoir aujourd'hui pour un petit peu présenter le côté broker, un peu le côté sombre et le côté... Ah, pas que sombre, mais coulisses, quoi. Mais surtout. voilà, on va éclaircir un peu. On a pas mal de questions des spectateurs qui nous regardent. Est-ce que tu peux te présenter déjà un peu, Raphaël? Ouais. Déjà, merci de m'inviter sur ton podcast. Donc moi, je m'appelle Raphaël Leblond. Je travaille depuis 12 ans dans le secteur des brokers. J'ai commencé juste après mes études pour travailler avec un broker. J'étais un peu en bas de l'échelle, puis je suis monté petit à petit. Et donc aujourd'hui, je suis à mon 3e courtier. Donc j'ai toujours fait des courtiers qui étaient à Paris, en France. Régulé plutôt alors. En tout cas régulé, Ouais, voilà, c'est ça. oui, régulé. Et en France. Et aujourd'hui, je m'occupe d'un courtier qui s'appelle WH Self Invest et dont je suis le directeur France. Et c'est les anciens brokers, c'est quoi? Tu peux donner les noms? Hein? Ouais, c'était FXCM. Ok, d'accord. Très Courtier connu. américain assez connu, ouais. Ouais. Et un autre qui s'appelle FX Flat, qui était un courtier allemand moins connu. Au moins connu. Parce ouais. que, en fait, c'est normal parce que c'est un courtier allemand qui a voulu créer une succursale à Paris. Moi, j'étais en charge d'ouvrir, en fait, cette succursale. Et ça a duré peut-être 2 ans. Et après, moi, j'ai basculé vers WH Self Invest, qui était déjà là depuis très longtemps et qui cherchait un nouveau directeur. Donc t'es directeur France, c'est ça, actuellement? Directeur France, ouais. Ok. Et ça te plaît? Et ça me plaît. Ça te passionne, on dirait, non? Un peu Ouais, quand même. non, franchement, c'est très... déjà, c'est un poste qui est hyper intéressant parce que tu fais plein de choses, tu as des responsabilités qui sont intéressantes. Et puis, je pense qu'à force, au bout de certaines années, tu commences à vraiment être à l'aise dans ce secteur, tu commences à bien comprendre les choses. Moi, je parle beaucoup avec des investisseurs parce que j'ai toujours gardé le contact avec Humain. des clients, avec nos clients. On n'a pas c'est pas le côté directeur où je parle plus avec les clients, je Oui, m'occupe juste c'est de ça. développer le business. Je m'occupe de ça, mais aussi de toujours être avec les clients et La satisfaction. ça, c'est un tout truc petit peu, des clients. moi qui m'intéresse toujours. Je sais que les gens ils me comprennent pas, enfin mes anciens collègues me comprennent pas parce que au bout de 2-3 ans, j'en avais marre d'avoir des clients au téléphone, de parler, de répondre aux questions et tout ça. Et moi j'étais là, moi ça me plaît toujours quoi. Voilà. Et aujourd'hui j'y suis toujours alors que c'est un secteur avec beaucoup de turnover. On reste généralement pas très longtemps dans ce milieu-là, en tout cas le milieu des courtiers. Généralement c'est 2-3 ans, c'est une espèce de tremplin pour aller ailleurs. Et moi ça m'a bien plu. Puis comme tous les autres, j'avais peut-être la possibilité d'aller ailleurs, mais en fait, vu que quand je voulais partir, on me proposait une promotion, puis une après, puis en fait, tu t'installes là-dedans, puis tu te sens bien, puis vu qu'il y a un peu de succès, c'est sûr que tu restes là où tu marches. Et t'as découvert ça comment un peu, ce métier broker? J'ai découvert ça comment? Je faisais mes études et j'ai été un peu piqué par la finance de marché, par le trading. Donc, quand j'ai cherché un stage, que je disais tout à l'heure, je cherchais un petit peu partout, mais les brokers notamment. Et en fait, j'ai été formé à mon école par un trader qui avait un contact avec un courtier qui était FXCM. Et donc, il m'a un petit peu aidé. Il cherchait un stagiaire. Donc voilà, j'ai postulé. Puis je suis arrivé un peu par hasard là-dedans. Et voilà, et ça m'a bien plu. Et donc, qu'est-ce qui te plaît vraiment dans ce travail? C'est-à-dire il y a le contact humain, mais après, au niveau du broker, qu'est-ce qui te plaît dans ce système un peu broker
Ce qui est bien quand on travaille chez un courtier, c'est que dans mon profil, en tout cas, de gens, on a fait des études en finance et on cherche à travailler en finance de marché. C'est hyper compliqué de travailler en finance de marché dans le côté vraiment, ce qui s'appelle front office, être vraiment en contact direct avec le marché. C'est très compliqué quand tu fais des études comme moi j'ai faites, qui sont pas des études incroyables. Moi j'ai fait une école de commerce et puis je n'ai pas fait Polytechnique ou une grosse école d'ingé, où là tu peux devenir trader dans une banque. Ouais, c'est ça. Mais quand tu as un parcours, on va dire, un peu plus classique comme le mien, être en contact avec les marchés, en réel contact, c'est très difficile et le courtier te permet d'avoir ce contact-là. Et c'est ça que je trouve qui est vraiment très bien, c'est que ce qui se passe sur les marchés a une conséquence un peu directe sur ton métier. Ce qui est pas du tout le cas, tu vois, quand je parle avec des potes qui travaillent dans des banques où ils sont, tu vois, un métier qui est pas trading ou dans des fonds d'investissement, parfois, qu'il y ait une news l'après-midi, eux, rien à faire, ils sont même pas au courant, tu vois, alors que moi, ça a un impact réel, tu vois, la volatilité du moment, ça a un impact réel sur mes clients, sur notre business à nous. Donc, tu vois, c'est ça qui est assez cool parce que tous les jours, ça change. Même si c'est un peu redondant en fait parfois, mais tu vois, t'as Trump qui est élu. Quand il a été élu avant Biden, il a complètement métamorphosé les marchés avec ses tweets où on regardait plus les news, on regardait les tweets. Nous, c'est un impact direct parce que les choses changent, donc on doit s'adapter. Et un peu comme les traders en fait, les traders particuliers doivent s'adapter à ça. Et nous, notre métier aussi. Et je pense que c'est ça qui est vraiment très agréable quand on travaille. Et c'est quoi un peu on va dire le type de salaire dans ton métier un peu? Une fourchette, hein, évidemment. On ne demande pas à la virgule près. En directeur de succursale. Directeur France, broker, c'est quoi un peu, on va dire, la moyenne? Je pense que ça doit être, je sais pas, je dirais entre 100 et 200 000 euros par an. Ok, comme ça. Ok. Ça doit être ça. Tu parles en brut ou en net? Brut. En brut annuel. Ouais. Je dirais qu'on doit être sur ces fourchettes-là. Ok. Et par rapport au broker, est-ce que vraiment vous gagnez beaucoup d'argent? C'est un peu la question, tu vois, que tout le monde se pose. Est-ce qu'un broker, ça fonctionne? Parce que la question, elle est aussi après, pourquoi toi, par exemple, t'as pas monté quelque chose? Pourquoi t'as pas monté un broker, quelque chose comme ça, en fait, tu vois? Pourquoi tu t'es pas lancé dans cette aventure, qui est une grosse aventure, évidemment, mais est-ce que ça t'intéresserait? Peut-être, je sais pas, plus tard, peut-être tu veux pas le dire, après, je sais pas. J'ai pas du tout d'ambition de créer un courtier, moi. Okay. J'ai pas cette ambition de créer un courtier. Moi, ça me va très bien ce que je fais. Parce que si je devais faire ça, si je devais créer mon propre courtier, il faudrait, moi, en tout cas, ce que j'aurais en tête, c'est quelque chose de relativement éthique, c'est-à-dire, je voudrais créer un courtier qui soit régulé. Parce que demain, si je veux créer un courtier offshore, je pense qu'en un mois, c'est fait. Il faut un peu de fonds et c'est. Je dis pas que c'est simple parce que j'ai un confrère qui a créé son propre courtier. D'accord. Et ça lui a mis un peu de temps, mais il l'a créé en offshore et ça avait pas l'air d'être la mer à boire. Parce que ce qu'il y a de plus compliqué dans la création d'un courtier, c'est d'avoir les agréments des autorités de marché. Ouais, c'est sûr, les autorisations. Et quand on veut l'avoir, moi, si je devais le faire, je demanderais, par exemple, en Europe, d'avoir un agrément. J'essaierais d'éviter Chypre. Et là, c'est hyper long. Très compliqué. Et puis, c'est très cher, en fait, parce que ça coûte beaucoup d'argent d'être régulé. Et juste déjà de payer, peut-être tu payes comme un abonnement chaque année, c'est des dizaines de milliers d'euros chaque année, juste comme ça, parce que tu es régulé. Et c'est de plus en plus cher. C'est-à-dire que chaque année, la facture, elle est plus chère, alors que tu fais la même chose. C'est comme MetaTrader. J'ai appris que ça avait augmenté aussi un peu les prix pour avoir la possibilité d'avoir MetaTrader. Il y en a beaucoup qui ont écarté, justement, MetaTrader de leur broker ou même des pro-firmes, tu vois, parce que ça coûte hyper cher maintenant la licence apparemment. Alors, pour MetaTrader, eux, ils ont un modèle économique qui est le suivant. Je pense que je vais vous apprendre quelque chose. Ouais, c'est bien, c'est intéressant. MetaTrader, quand un broker travaille avec MetaTrader, imagine, tu trades sur l'euro-dollar, ton spread, il est à 1 point. Ouais. Okay. Quand tu travailles avec MetaTrader, ton spread, il sera de 1,1 point. Parce que MetaTrader ajoute ce qu'on appelle un sneaky markup. Sur le broker, ok. Voilà, sur le broker. Donc le broker, il prend son spread. Et en fait, le MetaTrader, il prend une petite marge donc en plus. Ils prennent le prix de la licence qu'ils facturent au broker,
plus par-dessus un spread. Voilà, plus un spread. Ouais, bah c'est gagnant. Et c'est pour ça que c'est pour ça que sur les prop firms, c'est très problématique pour la société de MetaTrader qui s'appelle MetaQuote. Ouais, c'est parce que il y a plein de prop firms, il y a un volume énorme et donc MetaTrader prend 0. Parce que vu que tous les ordres sont passés en virtuel, c'est ça. Eh bien, il n'y a aucun. Donc, pour leur modèle économique, c'est catastrophique. C'est pour ça que les prop firms, c'est pas elles qui arrêtent MetaTrader, c'est MetaTrader qui arrête avec les prop firms. C'est super comme info, ça. Tu vois, je te remercie. Je suis parti sur cette question, mais qui était même pas du tout prévue, mais je sais pas. Je me suis dit, tiens, ça doit être. Oui, il y a une explication parce que c'est vrai que j'ai vu beaucoup de prop firms arrêter. Et comme je pensais que c'était eux, mais non, comme tu dis, c'est MetaQuote qui a arrêté avec les. Et globalement, de plus en plus de plateformes vivent un peu sur ce modèle économique. Il y a même une deuxième conséquence aux prop firmes, vu que c'est du virtuel. Typiquement, il y a des prop firmes qui te font trader sur les futurs. Ok. Les prop firmes qui te font trader sur les futurs, pour trader les futurs, il faut que tu t'abonnes aux places boursières, donc le CME, le REX et tout ça. Le problème, c'est que les prop firmes, elles payent une licence pour tous les clients. Alors que normalement, quand tu es chez un broker, chaque client paye sa propre licence. Du coup, les places boursières, genre le CME, ils sont là, ils disent mais vous avez énormément de clients et on vous vend que 1, 2, 3 licences. Comment c'est possible? Donc, ils sont en train de mettre la pression pour, je sais pas comment ils vont se débrouiller, soit augmenter leur licence, soit arrêter complètement. Enfin, il y a un truc qui est en train de se jouer avec les profils. Là, il y a une espèce de boom énorme, mais il y a un moment, de toute façon, c'est un peu comme tout. Hein, même les brokers, quand je suis arrivé, il y avait plein de brokers et puis ça s'est réduit petit à petit. Je pense que les profils, ça va faire pareil. On a déjà eu du ménage. Hein. Ouais, il y a déjà du ménage. Mais pour ces raisons-là, ça va continuer. Et puis, avoir de la régulation parce que autre chose, si on continue sur l'histoire des prop firms. Non, mais c'est intéressant. Ça intéresse tout le monde parce que beaucoup utilisent les prop firms. Ouais. Les prop firms, elles sont considérées comme des entreprises, ils appellent ça du gaming, tu vois, des entreprises de jeux vidéo ou de jeux. Elles sont pas considérées comme des entreprises financières. Enfin, c'est pas qu'elles sont pas considérées, c'est qu'elles se déclarent en tant que entreprises de jeu. Pourquoi? Parce que si elles étaient considérées comme des entreprises financières, comme un broker, quoi. Comme un broker, eh ben, elles devraient être soumises à toutes les réglementations financières. Et c'est impossible. Par exemple, moi, si demain je voulais faire ma propre firme, ben, je pourrais pas parce qu'il y a une loi en Europe qui dit que si tu donnes de l'argent à quelqu'un, celui-ci doit pouvoir le retirer tout de suite. Donc, si tu fais une espèce de challenge et tu donnes un compte de 10 000 € financé, eh bien, pour que ce soit légal, il faut que lui puisse retirer tout de suite les 10 000 €. Autant dire que c'est impossible. C'est pour ça qu'avant, il y avait des bonus, qu'aujourd'hui, il n'y a plus de bonus. Pourquoi? Parce que quand tu donnais un bonus, eh bien, il fallait que tu fasses X volume pour pouvoir le retirer. Exactement. Qui était un peu toute la on va dire l'arnaque du truc. Aujourd'hui, il n'y a plus de brokers qui font des bonus. Je parle pour les courtiers régulés. Parce que si tu donnes un bonus, il doit pouvoir le retirer tout de suite. Donc, les brokers ne le font plus. Parce que tu donnes un bonus, le gars, il le retire tout de suite. Donc, c'est plus intéressant. C'est bien, c'est super l'explication. Donc, super. Pour ça, les prop firms, il y a un vrai problème, je pense, auprès des régulateurs parce que elles ne peuvent pas imposer leurs lois parce que ce ne sont pas des entreprises financières. C'est gênant pour des entreprises comme vous? En tant que broker régulé et tout ça. Oui, c'est gênant parce que ça fait une espèce de concurrence en fait. Les gens n'ouvrent un peu comme les taxis avec Uber, quoi. C'est ça. Ça a fait un peu. On s'est fait ubériser, Non, mais c'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est sympa parce que on n'en parle pas souvent et pour les brokers, il y a une grosse conséquence parce qu'avant, les gens n'avaient qu'une seule possibilité, c'est d'ouvrir un compte, peu importe le capital, mais ils ouvraient leur compte pour trader pour leur compte à eux. Et puis là, quand on arrive, on leur dit, tu veux pas plutôt, au lieu de mettre 500 € et trader avec tes 500 €, trader avec 50 000, c'est sûr que le message, il est magique. Et moi, j'ai trouvé ça incroyable, en fait, quand c'est arrivé. Je me dis, mais c'est tellement une bonne idée. Puis après, quand tu comprends le modèle économique derrière, tu dis, c'est dommage, quoi. Parce que, en fait, ils gagnent pas sur les... En fait, moi, je pensais que c'était vraiment réel. En fait, tout le truc est virtuel. Non, c'est virtuel. Et puis, ils te mettent des restrictions pour alors t'as un ou deux brokers, prop firmes en futur, qui eux te délivrent après un live, un compte live. Ça soit Top Step, je crois, ils le font. Mais ils donnent ça à leurs meilleurs traders, tu vois. Mais sinon, c'est vrai que ça reste beaucoup en démo. Ça boosterait beaucoup. Mais normalement, avant, les prop firmes, c'était que du réel.
Mais c'est vrai que là, il y a eu les trucs du FTMO, Top Step et tout ça qui sont arrivés et qu'on crée un truc qui cartonne, quoi. Là, je vois dans les salons, parce que nous, on est beaucoup en Allemagne, et il y a un salon qui s'appelle le World of Trading, un truc immense en Allemagne. Et depuis cette année, il y a dans les stands, normalement c'est que des stands de brokers, on va dire. Oui, ça y est, et là, tu as le stand, je crois que c'était le stand FTMO qui était énorme, avec des mannequins devant. Ils avaient fait un truc, tu sens que ça cartonne bien pour l'instant. Ça va des milliards maintenant, je pense. Ah ouais, c'est incroyable. Voilà. Et est-ce que je te pose la question, est-ce que vraiment, parce que ça c'est une question que tout le monde me pose, est-ce que vraiment les brokers, ils manipulent les marchés contre les traders? Est-ce que vraiment tu penses qu'il y a une certaine manipulation, ou est-ce que tu peux le dire en tout cas, par rapport aux exécutions de marché, quand un trader retail comme moi va sur les marchés, est-ce qu'il y a une certaine manipulation de la part des brokers? Alors c'est une question, je ne veux pas généraliser parce que je pense que chaque broker fonctionne un peu différent. Parce je te coupe, on le dit souvent, je ne sais pas si tu le vois. Oui, bien sûr, non mais il y a un fantasme total. Les brokers, ils sont contre nous, ils ne veulent pas qu'on trade. Ils prennent notre argent. C'est pour ça que je te pose la question un peu, vu que tu es dans le domaine. Mais je vais te dire déjà tout ce que je sais de par l'expérience que j'ai eue avec d'autres courtiers et puis des confrères avec qui j'ai échangé. Déjà, il faut distinguer, tu as deux types de courtiers. Tu as des courtiers, parce que tu as deux licences en fait. Tu as deux licences quand tu ouvres un courtier. Tu as la licence market making et tu as la licence, je ne sais même plus comment ça s'appelle, je crois STP ou ECN, enfin bref. Quand tu as une licence de market making, tu peux passer des ordres sur les marchés. Tu as le droit. Et l'autre licence ne t'autorise pas à passer des ordres. Donc, 95% des brokers ont la licence market making pour pouvoir passer des ordres. Eux vont pouvoir manipuler les cours. Les autres, ils ne peuvent pas faire tout ça parce qu'ils sont des intermédiaires. Il y en a très peu. Et pourquoi il y en a très peu, je vais t'expliquer après. En fait, ils gagnent beaucoup moins d'argent. Donc, si on reprend juste le côté market maker, eux, leur modèle économique, il est basé sur la commission, donc le spread que tu vas payer, et les potentielles pertes. Parce que quand toi, tu vas acheter l'euro-dollar ou le DAX, eh bien, celui qui te vend, c'est le broker. 100% des ordres, c'est le broker qui te vend. Mais le broker, ensuite, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va avoir du coup une quantité d'ordres d'achat et de vente arrivés chez lui. Il va être contrepartie de tous ces ordres et après, il va se retrouver du coup exposé automatiquement sur le marché. Donc, il a deux choix. Soit il ne fait rien et il espère que ses clients perdent. Soit il va aller se couvrir sur le marché. Il va passer, tu vois, si on cumule toi, plus toi, plus toi, plus toi, et bien au total, on va dire, ça fait 10 millions à l'achat sur l'euro-dollar. Et bien lui, il est vendeur de 10 millions sur l'euro-dollar. Et ça, tu l'as, toutes ces infos-là, en fait, en direct? Ouais, parce qu'en direct, tu sais combien tu es exposé. Et donc, tu sais savoir si c'est risqué, si tu dois aller te couvrir ou pas. Et donc là, chaque broker travaille différemment. C'est pour ça que je ne veux pas généraliser, de ce que je sais. Et de toute façon, il n'y a pas trop de secrets parce que tu as les brokers qui sont cotés en bourse. Du coup, ils partagent ils communiquent sur les chiffres. Et tu vois, ils gagnent pas sur le spread. Enfin, ils gagnent sur le spread, mais c'est 10% de tout ce qu'ils gagnent. Parce que quand tu vois qu'il y a 80%, voire 90% de perdants, tu sais qu'un broker, s'il veut gagner sa vie, eh ben, il se met face à ses clients, il se couvre peu, ou sauf certains clients, tu vois, et le reste, c'est... Et donc, là, tu vas trader, tu vas perdre 2000 €, bah, le broker, il va espérer gagner 2000. Donc, ça, c'est le modèle économique. Okay. Maintenant, le modèle, il est comme ça. De toute façon, quand toi, tu vas acheter, il y aura toujours un vendeur. Que ce soit ton broker ou quelqu'un d'autre, il y aura toujours quelqu'un face à toi pour que ton ordre soit exécuté. Là où c'est un problème, c'est que le prix que tu vois, c'est le prix de ton broker. Donc, s'il décide que le prix, il monte ou il baisse, il peut décider de le faire. Il va pas faire n'importe comment. Ce qu'il va faire, là, je pense que tous les courtiers et market makers font ça, c'est qu'il va profiter de certains moments de volatilité. Genre les annonces économiques, les choses comme ça. Ouverture de marché, annonce économique, clôture de marché, n'importe quel moment volatile, en fait. Et chacun a un algo différent, je pense, mais le résultat, il est toujours un peu le même. C'est que quand tu as le marché qui a fait une mèche de, 50 points, sur une news, eh ben, le courtier, si ça l'arrange, il va te faire une mèche de 70 points. Parce que il a accès aux ordres des clients. Par rapport au marché réel, tu veux dire là,
La différence de la mèche, elle peut être de 30 pips à peu près. Voire plus. Moi, j'ai vu des courtiers faire des trucs fous et des courtiers hyper sérieux. Faire des mèches énormes. Là, tu te poses vraiment la question. Mais comment ça se fait qu'ils arrivent que ça soit pas plus régulé ou plus surveillé que ça, en fait? Mais parce qu'ils sont pas dans l'obligation de te proposer le prix du marché. Toi, quand tu signes le contrat chez un courtier market maker, donc pour faire des CFD, eh bien, tu es d'accord pour être exécuté sur le prix de ton courtier. Et le courtier, il a son propre prix. Donc, comme il a le prix, il reçoit lui un prix sur lequel il va mettre il va rajouter quelque chose pour faire son propre prix. Et ce quelque chose, c'est son algo, et c'est son algo qui va décider que le prix, il va aller un peu plus loin. Et quand est-ce qu'il va le faire? Eh ben, il va voir tous les ordres de ses clients et dire, bon, bah, là, on a plein de stops. C'est ça. Le marché, il monte, il va jusque là. Moi, j'ai plein de stops au-dessus. Allez, hop, la petite mèche, et c'est parti. C'est ce qu'on appelle un peu le slippage, des fois. Tu sais, ça m'est déjà arrivé, moi, un peu sur une annonce. J'avais mis quand même un stop un peu large, et c'est vrai que je me suis fait slipper. Donc, ça m'a touché, ou un BE. Tu vois, un break-even, et la mèche, au lieu de s'arrêter à mon break-even, elle est venue me chercher plus loin, et je me retrouve avec des frais. Waouh! Des fois, ça monte vite. Bah, c'est ça, c'est que tu vas être touché. Alors, ça, c'est la deuxième manipulation des courtiers, c'est le slippage dont tu parles. Donc, bon, déjà, quand tu mets un stop et que tu fais stopper, parfois, c'est le marché, parfois, c'est ton courtier qui est venu te chercher. C'est ça. Il y a un fantasme sur le fait que les brokers vont aller chercher les clients. Oui, on le dit souvent. C'est vrai en partie. En vérité, moi, j'ai tout intérêt en plus à appuyer cette théorie parce que moi, je travaille pour un courtier qui n'est pas market maker. C'est ça. Donc, quand j'ai un client, enfin un potentiel client qui me dit, moi, je travaille chez Intel, je sais qu'il est market maker, évidemment, je lui sors cette théorie. Mais après, je vais être honnête, je lui dis aussi que si le gars il se fait stopper, je pense que 9 fois sur 10, c'est parce qu'il a juste été stoppé par le marché. Et ça arrive de temps en temps que le courtier il soit allé le chercher. Mais en tout cas, le courtier va jamais chercher une personne en particulier. Il va faire la quantité qu'il y a. Donc, parce que ça m'arrive aussi d'entendre, j'ai l'impression que vous faites un truc contre moi. Dès que j'achète, ça baisse. Dès que je vends, ça monte. Qu'est-ce que vous faites? Ça paraît... Mais non, jamais ça arrive, ça. Heureusement, sinon, ce serait impossible. Ben oui, sinon, il n'y aurait jamais de gagnant, en fait, au final. Ouais. Puis les courtiers, ils n'ont pas intérêt non plus à faire ça. Mais bon, c'est vrai que... Puis ils sont pas obligés de le faire parce que sans le faire déjà, je pense que tout le monde se ramasse suffisamment. Quand tu vois le taux d'échec. Et parfois, ils aident un petit peu à le faire. Et là, je parle que les courtiers régulés. Les courtiers non régulés, je pense que c'est encore plus sauvage, quoi. Parce que là, pour le coup, eux peuvent vraiment faire ce qu'ils veulent parce que personne va rien leur dire. Et en plus, tu as l'effet de levier aussi qui est beaucoup plus important chez les non régulés. Que chez les ce qui empire les choses. Ça empire les gains comme les pertes. Oui, mais malheureusement, surtout les pertes. Quoi. Et toi, t'as jamais travaillé pour un broker non régulé? Non. Ouais. T'es toujours resté dans le régulé. Ouais, oui, tant que tu peux. Non, mais c'est... De toute façon, pour travailler pour un recruteur régulé, il faudrait que je sois hors d'Europe. Donc, non, j'ai pas eu encore de Est-ce que toi, t'as une clause aussi avec actuellement ton broker où j'ai déjà entendu que, vu que tu travaillais, tu ne pouvais pas trader, vu ton travail actuellement. Parce qu'il y a un conflit, apparemment, on va dire, d'intérêt. Ouais. Ça, c'est vrai? Ça dépend de la politique du courtier. Okay. Moi, je l'ai eu avec FXCM. J'avais pas le droit de trader les CFD, mais j'avais le droit de trader le Forex. Je pense que, vu que le courtier il est market maker, il pourrait y avoir un conflit d'intérêt. Tu pourrais essayer de te mettre bien avec le trader du courtier qui pourrait te donner des infos s'il dit tiens, je vais faire ceci, ça va créer tel. J'imagine que c'est ça le problème que ça pourrait poser. Mais si ton courtier n'est pas market maker, déjà, tu vois, moi je trade chez Self Invest, on m'a jamais posé de questions. Donc ça dépend du courtier, je pense. Après, il y a une question aussi, c'est pourquoi des fois les brokers refusent de payer leurs clients? Est-ce que tu connais un peu les raisons pour être refusé par rapport à un retrait, des choses comme ça? Parce qu'on entend souvent, quand même, sur les réseaux, des clients qui se plaignent de leurs brokers, qui veulent pas qui n'acceptent pas le retrait, qui reçoivent pas le retrait. À quoi c'est dû tout ça un peu? Pour moi, ça c'est une arnaque. S'il n'y a pas de retrait, c'est juste parce que c'est une arnaque. Parce que même des courtiers offshore, quand tu veux retirer, tu retires.
Mais quand tu peux pas, c'est que c'est une arnaque, ou tu as fait un truc bizarre, ou que tu n'as pas donné un document qui est demandé. Mais non, ceux qui n'arrivent pas à retirer, c'est parce que c'est une arnaque. Et comment ça fonctionne un peu les commissions? Est-ce qu'il y a des commissions cachées un peu chez les brokers? Par exemple, là, ce dont je t'ai parlé pour MetaTrader, c'est un peu une commission cachée. Ça, tu vois, je savais pas du tout. Sinon, non, il n'y a pas vraiment de commission cachée. Il n'y a pas de piège, quoi, on va dire. Non. Toi, tu parlais de slippage. Ouais. Le slippage, c'est-à-dire que tu veux être exécuté à tel prix, ton stop, il est à moins 20 €, et puis tu te fais exécuter et tu perds en fait 25 €. Il y a les spreads aussi, entre 23h et minuit, c'est souvent dans le cycle qui va se refaire. Ouais. Et là, c'est vrai que souvent, beaucoup conseillent d'enlever les stops, parce qu'entre 23h et minuit, tu as beaucoup de fluctuations de prix. Et c'est vraiment chez le broker, parce que tu regardes le graphique, il n'y a rien. Et le broker, on a des grosses fluctuations. Et souvent, moi, ça m'est déjà arrivé dans mes débuts, de me faire sortir par le broker, alors que le marché, lui, en réel, il n'avait pas du tout touché la zone. Mais quoi, sur le Forex? Ouais, par exemple, je vais te donner une idée. Je sais pas, je suis positionné à 2648 sur le gold. J'ai un stop à 2646. Je vais regarder sur mon graphique, Honda ou peu importe, ou le spot gold, il est pas venu. Et par contre, sur le broker, j'ai été sorti. Alors ça m'est déjà arrivé plein de fois. Alors ça, il y a une raison précise, c'est que si je me trompe pas, pour le gold, le marché, il cote. Non, je pense que je me trompe pas. Il cote de minuit à 23h. C'est-à-dire qu'entre 23h et minuit, le marché, il est fermé. Si toi, par contre, tu es chez un courtier qui continue de te coter, c'est-à-dire qu'il te crée toute la cotation. Et ça, là, quand ça arrive, là, tu te fais fumer. Là, vu qu'il n'y a pas de marché de référence, tu te fais déchirer. Ah ouais, tu te fais déchirer complètement. Ça m'est déjà arrivé plein de fois dans les débuts. Et puis, ils vont où ils veulent. Là, et c'est souvent à cette heure-là. 23h minuit, c'est du n'importe quoi. Oui. S'ils te cotent, faut être hyper vigilant. Et est-ce que toi, en tant que broker, justement, par rapport à des traders retail, est-ce que tu leur conseilles plus d'aller vers du swing, plus de faire de l'intra, du scalp, parce qu'on a souvent maintenant beaucoup de scalpers aussi qui aiment. Et est-ce que toi, par rapport à un broker régulé, qu'est-ce que tu conseilles comme manière de trading, on va dire, la plus rentable? C'est-à-dire que la question, c'est vraiment que le trader retail puisse optimiser, on va dire, ses gains et éviter de se faire avoir par des commissions, des spreads, des choses comme ça un peu. Non, mais ça, l'information, que tu te mets dans l'obligation d'informer le client sur déjà tout ce qu'il va payer. Bon, une fois qu'il sait ça, parce que il n'y a pas 36 choses, hein, tu payes le spread, une commission, et puis voilà. Après, moi, je conseille pas une stratégie en particulier, de faire plutôt du swing ou du scalping. Ça dépend du profil. J'ai pas envie de l'emmener quelque part où il a pas trop envie et que final ça se passe mal parce que c'est pas du tout adapté. Si tu veux, c'est vrai que t'as l'overnight, l'overweek, tu vois, les frais. Et c'est vrai que des fois, ça s'additionne beaucoup. Mais il y en a peu qui font du swing, donc ils sont pas beaucoup dans cette situation. Mais effectivement, ils sont rarement informés sur le fait que quand tu tiens ta position overnight, tu vas payer des frais qui sont multipliés par 3 le mercredi si tu es sur le Forex, par 3 le vendredi si tu es sur le reste. Mais ça, c'est que sur les CFD, sur les futurs, ça n'existe pas. Moi, ce que je leur conseille surtout, c'est d'abord de s'entraîner en démo pour s'habituer à une plateforme et de profiter de ce compte de démo pour dessiner un modèle économique dans lequel ils vont être, c'est-à-dire sur quoi tu vas trader, quand est-ce que tu vas trader, est-ce que tu vas trader le matin, l'après-midi, à quelle heure, et pas que tu te retrouves, tiens, j'ai une petite pause à midi, je vais voir ce que je vais pouvoir faire parce que ça va être une catastrophe. Donc savoir quand est-ce que tu vas trader, et puis combien tu vas déposer, quand tu vas ouvrir un trade, combien tu vas risquer, si tu gagnes, combien tu veux gagner, et avoir une espèce de liste comme ça où, voilà, à la fin, tu as ton modèle économique et déjà, tu t'assures qu'il soit viable. Parce que si tu dis, quand je vais trader, je vais risquer 100 € et je vais essayer de prendre des gains au bout de 20 €, tu sais que ton modèle économique, il va jamais marcher. Donc déjà, il faut que tu t'assures que tu as un vrai modèle économique. Et ça, il y en a très peu qui le font, je trouve. Il y en a plein, ils arrivent, voilà, et puis ils font un peu au feeling. C'est ça. C'est pas professionnel, en fait. On reste des investisseurs particuliers, donc il y a pas de personne n'est professionnelle, mais au moins qu'il y ait une petite discipline, parce qu'on est là pour gagner de l'argent. Donc s'il n'y a pas de discipline et qu'on se fie au flair, à l'instinct, la psychologie, c'est le pire ennemi du trading. Ouais, je le dis souvent. Et donc, c'est pas la stratégie, c'est la psycho. Si l'environnement il est pas un peu cadré
et on laisse l'instinct faire, la psychologie fera faire que des conneries. C'est pour ça que plus c'est cadré, plus c'est un peu automatisé, moins tu vas laisser ton instinct te guider. Et en conséquent, tu feras moins d'erreurs. Tu t'ennuies certainement tout seul derrière ton écran. Oui, c'est la vérité. On est seul dans notre bulle et on a envie de partager. C'est simple. La communauté Impact Trading qui existe bientôt depuis 2 ans, où on est vraiment soudés tous les jours en live. Je fais aussi 1 à 2 fois par mois des cours privés qui sont totalement gratuits. Et tout ça, tu vas le retrouver dans mon Telegram. Regarde ici, tu as un lien pour avoir des astuces et analyses. Rejoins mon Telegram, tu cliques sur le lien et tu vas tout retrouver. Les vidéos YouTube, les cours privés, les lives de scalping. En plus, ce soir, confinement. Voilà, et comme parfois, je suis en live tous les jours. Donc, let's go, passe à l'action. Est-ce que tu penses que si demain, les traders, donc comme tu dis, retail, amateurs, si demain on avait, par exemple, l'AMF, qui commence à réguler, qui commence à te dire, non, t'es amateur, il va falloir que tu passes un diplôme, il va falloir que tu passes une certification pour aller sur les marchés. Est-ce que tu penses que ça peut être gênant pour vous? Parce qu'aujourd'hui, en tant que broker, vu qu'il n'y a pas d'autorisation spéciale pour investir ton propre argent, est-ce que si demain, l'AMF sort un truc en disant, voilà, n'importe qui maintenant ne peut plus s'inscrire comme ça, il va falloir une professionnalisation. Est-ce que ça pourrait vous porter préjudice au niveau... ce serait terrible. Ouais, ce serait terrible. Ils ont déjà fait suffisamment de choses. Ils ont interdit en France, juste pour la fin, ils ont interdit de faire de la publicité pour les CFD et le Forex. Donc ça a quand même cassé un peu le business. Ouais, vous l'avez senti, ouais. En Europe, ils ont arrêté du coup les leviers. Ils ont arrêté les bonus. Ça a eu un énorme choc. Il y a plein de courtiers qui ont arrêté de bosser en Europe. Ils sont tous partis. Il y en a très peu aujourd'hui qui restent. Moi, je suis arrivé, il devait y avoir 10 concurrents pour la France. Aujourd'hui, en France, on est 3. Ouais, il y a quoi? Il y a XTB aussi? Il y a XTB, Saxo, IG et nous. Ouais, ok. Avant, il y en avait beaucoup plus. FXCM, pour que j'ai travaillé, c'était un des leaders sur le Forex en France, dans le monde et puis aussi en France. Voilà, ils sont partis. T'avais CMC Market, énorme broker anglais, coté en bourse, pareil, ils sont venus, ils sont repartis. Puis d'autres encore, tu vois. Donc, tu sens que c'est pas... En France, c'est compliqué. Et ce dont tu parles, c'est sûr que ça aurait un impact. Maintenant, je suis pas sûr qu'ils fassent ça. Je pense plutôt qu'ils vont imposer aux brokers de durcir les conditions d'acceptation des investisseurs. Donc, nous, on est dans l'obligation, quand tu ouvres un compte et tu as un formulaire à remplir, eh bien, je pense que plus ça va aller, plus le formulaire va être un peu compliqué. Il va falloir que tu passes certainement des tests. Je sais que, par exemple, ceux qui sont les nouveaux brokers régulés à Chypre essaye de s'installer en tant que régulateur sérieux en Europe, parce que c'est un peu les ennemis des régulateurs européens qui s'appellent l'ESMA. L'ESMA un peu déteste Chypre pour les raisons de leur histoire, où ça a été un peu l'île de l'arnaque avant. Sûr, ouais. Et donc, ils essayent de se laver un peu de tout ça. Et donc, quand tu veux ouvrir un courtier à Chypre, moi j'en ai fait l'expérience avec FXCM qui a dû partir à Chypre. Et en gros, on a dû changer notre formulaire en disant maintenant, il faut poser des quiz et tout ça, des questions. Donc, c'est devenu, tu vois, ils sont encore pires que nous, ce qu'on fait aujourd'hui, on ne pose pas encore de questions. Ça, ils vont certainement faire. Et puis, ils vont nous demander, tu vois, nous, par exemple, quelqu'un qui ouvre un compte, qui a aucune expérience, qui est au chômage, qui a aucune source de revenus, on est dans l'obligation de le refuser. Peut-être qu'ils vont durcir ces obligations en disant, maintenant, il faut qu'il ait obligatoirement 1 an d'expérience. Maintenant, il faut qu'il ait obligatoirement un travail ou une source de revenus supérieure à, 25 000 € par an. Mais l'AMF, c'est quand même pas vos ennemis, du coup, si? Non. Non, dans le sens où, on sent que pour l'instant, ça va, ils font les choses plutôt correctement, mais ça pourrait pas devenir pour vous des ennemis, quoi. Est-ce que vous arrivez à travailler avec eux, c'est ça que je veux dire? C'est comme dire, est-ce que la police est notre ennemi? Non, c'est pas le vrai. Ils sont là pour s'assurer que les choses se passent bien pour tout le monde. C'est hyper important. Je veux dire, ils ont une vraie... Ouais, mais est-ce qu'on peut pas dire que le fait qu'il y ait un taux d'échec, 90% d'échecs dans ce trait, est-ce que c'est pas de leur faute, en fait? Parce qu'au final, vu qu'ils font un peu les choses en étant les régulateurs des marchés financiers, mais au final, qu'est-ce qu'ils donnent à l'investisseur lambda? Quelles sont les clés que l'AMF donne? Au final, rien. D'imposer, c'est compliqué en fait. Ce qu'ils ont fait et ce qui a une vraie conséquence positive, c'est enlever le levier. Quand tu avais un levier qui était illimité théoriquement
les courtiers étaient plutôt à 200, 400, et qu'on est passé à 30 max, je t'assure que le taux d'échec, il est passé de 95 à 70. Hein. Ok. Donc il y a une vraie conséquence positive. Donc, ce qui veut dire quand même que l'effet de levier, c'est néfaste. Ouais. Et quand tu imposes un petit levier, bah, ça marche beaucoup mieux. Je pense que, malheureusement, ce que je regrette, c'est que l'ESMA, parce que surtout l'ESMA, c'est pas l'AMF, c'est l'ESMA, le régulateur européen, qui a imposé que les courtiers communiquent sur leur pourcentage de traders perdants. Tu vois ? Pour que sur leur site, maintenant, il y ait écrit « Nous, on a 78%, 82% de traders perdants ». C'est dommage qu'il n'ait pas continué en disant « Faites aussi ça sur les futurs, sur les actions, sur les options », pour vraiment voir, parce qu'aujourd'hui, on ne sait que les CFD et le Forex, mais on ne sait pas les autres. Il y a les non régulés quand même dedans, dans le pourcentage de Ah non, d'échec. ça c'est obligatoire pour les courtiers régulés. Voilà, mais on ne sait pas dans le non régulé quel est le taux d'échec au final. Ah non, ça on ne sait pas. Ouais, je pense que c'est comme, c'est comme avant, ça doit être du 95%, parce qu'il y a un gros levier en partie, et puis parce que l'offshore, les courtiers offshore, généralement, ils accueillent des clients qui sont jeunes, qui veulent gagner beaucoup. Ils arrivent par là, pas par hasard, c'est parce qu'il y a un influenceur qui les a guidés là, parce que les courtiers offshore, ils n'ont pas le droit. Tu parles un petit peu. Ouais, ils n'ont pas le droit de faire de publicité en Europe, les courtiers non offshore. Donc, ils ont trouvé une petite manipulation, c'est de passer par des influenceurs qui amènent leur communauté vers un courtier. C'est comme ça qu'ils arrivent tous chez. Je reprends, mais c'est parce que je sais que tu bosses avec VT Markets, par exemple. Donc, je sais que moi, c'était le courtier que j'entendais le plus avec Vantage. Avec PU Prime aussi, PU Prime. Et puis moi, quand j'étais chez FXM, je bossais beaucoup avec des influenceurs. Et donc, ils me disaient avec qui ils bossaient, c'était toujours un peu les mêmes. Donc, c'est comme ça qu'il y a plein de clients francophones qui arrivent là. Et que c'est souvent des courtiers d'ailleurs australiens. Mais aujourd'hui, c'est de l'offshore. Pourquoi ? Parce que depuis la règle de l'ESMA pour avoir moins de levier, tu vois, ça arrive en 2018, et bien d'un coup, boum. Il y a eu plein d'investisseurs qui sont partis vers les brokers hors d'Europe, notamment en Australie. Et puis au bout de 6 mois, l'Australien dit « Mais c'est qui tous ces clients européens qu'on reçoit par les régulateurs ?» Et donc Trade nous dit « Mais c'est pas possible, vous allez arrêter ça tout de suite. » Donc ils ont imposé à tous les brokers de dire « C'est terminé, vous acceptez plus aucun client européen. » Donc eux, ils disent « Bon, bah tant pis, on va pas le faire. Donc on va le faire avec une société qu'on met en offshore où là, il n'y a plus de régulation, donc on peut faire ce qu'on veut. » Et toi, tu n'as pas le droit en tant que régulé de faire de la pub, de l'affiliation et tout ça ? Si, tu peux en faire quand même. Si, l'affiliation, c'est pas interdit. Ok. Ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que, évidemment, on va pas payer autant que les courtiers offshore. Parce qu'eux ne font que de la pub à travers ça. Google, Facebook leur interdit en fait de faire de la pub. Donc, c'est leur seul moyen de le faire. C'est de manière intermédiaire, via des influenceurs. Et est-ce que tu as une régulation aujourd'hui, que tu peux donner par exemple aux personnes qui vont regarder, qui garantit une certaine sécurité de tes fonds ? Est-ce que par exemple, toi, ton broker aujourd'hui garantit une certaine hauteur de fonds ? Une espèce d'assurance, quoi, un peu ? En réalité, tous les courtiers régulés en Europe ont à peu près la même protection. C'est-à-dire qu'ils ont l'obligation déjà de séparer le dépôt des clients de l'argent du courtier. Donc nous, par exemple, Self-Invest, on a notre compte bancaire à nous pour les salaires, les dépenses et quoi que ce soit de la société, du fonctionnement de la société. Pour pas impacter si... Et on a un autre compte bancaire où il y a tous les dépôts des clients. C'est un compte, tous les dépôts en euros, par exemple. Donc si la société coule, les fonds sont garantis sur ce compte-là. Exactement. Donc c'est garanti. Donc il n'y a pas de possibilité de détournement, de partir avec la caisse, on va dire. Non, mais bon, on a vu, je me rappelle, un courtier connu qui s'appelle Active Trade. Oui, très connu. Il avait fait ça. Il avait fait, à un moment, il était sur le point de faire faillite, je crois que c'était en 2011. Ils existent encore, je crois. Ils étaient sur le point de faire faillite. Et là, ils disaient, il nous faut de l'argent très vite. Bon, ils se sont dit, on prend dans la caisse. Ils ont pris dans l'argent des clients. Ça les a sauvés. Ils ont pris une grosse amende parce qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Mais ce qui veut dire que politiquement, tu n'as pas le droit de le faire. Techniquement, je pense que tu peux le faire quand même. Donc, quand il y a un courtier qui fait faillite, je pense que tu peux quand même le faire. Mais bon, normalement, tu n'es pas censé... tu vois, c'est pas en tout cas légal. Et tu as un autre courtier, et ça, cette année, un courtier suisse qui a fait faillite. J'ai un truc, je sais plus son nom. Mais bref, et j'ai un client qui était chez eux, qui avait pas mal de fonds. Et les choses se font bien. Lui, il avait, tu vois, je pense peut-être 200-300 000 euros là-bas.
Et je pense qu'il va tout récupérer. Tu vois, quand les choses se font normalement, tu récupères tout. Donc, parce que j'ai pas mal de personnes, tu vois, qui me suivent et qui ont toujours peur. J'ai toujours un peu la même question quand je suis en live. Voilà. Est-ce que régulé, est-ce que non régulé, il y a vraiment une différence quand je dépose mes fonds? Est-ce qu'il y a, on peut pas dire 100%, mais est-ce que vraiment je peux perdre tout mon argent que j'ai déposé, quoi? Tu sais, c'est vraiment la question que j'ai souvent. Il y a une grosse différence entre régulé et non régulé. C'est que régulé, tu peux le poursuivre. Voilà, c'est ça. Tu vois, tu peux le poursuivre auprès des régulateurs. Juridique, tu veux dire. Voilà. Et donc, t'es protégé, en fait. Donc, si demain, il décide de la mettre à l'envers à tout le monde et de partir avec la caisse, il peut pas vraiment, il va se faire rattraper. Donc, c'est pas possible. Un courtier qui est pas régulé, demain, il décide de partir, personne va aller le chercher. Mais sans aller dans ces extrêmes, si t'as le moindre pépin, parce que même avec des courtiers, moi, depuis 12 ans, j'ai vu plein de trucs, tu vois, genre des bugs ou des trucs qui ont fait que le client il s'est retrouvé avec une énorme perte. Déjà, si tu essaies de t'entendre avec ton courtier, voilà, j'ai eu ça, t'exploses le truc, bon, on se met d'accord, vu que c'est sérieux, eh bien, généralement, ça se termine là, on rembourse. Les fonds, il rembourse. J'ai déjà eu le cas. Si ton courtier, il est moins sérieux, et qu'il est, c'est pas qu'il est moins sérieux, mais en tout cas, le gars fait preuve de mauvaise foi sur un truc bizarre. J'ai perdu, j'ai un trade qui s'est ouvert tout seul, je sais pas ce qui s'est passé. Bref, il n'y a rien qui prouve vraiment qu'il a raison. Toi, tu dis, bah non. Et bah lui, il peut aller se faire défendre par les régulateurs. Et l'AMF, notamment, c'est là où c'est hyper important, en plus d'avoir un courtier qui est régulé à l'AMF, parce que t'as une vraie protection, en français, tu vois, t'es pas obligé d'aller te débrouiller avec un truc à Chypre où tu dois parler anglais et puis ils sont franchement pas réactifs. Mais même ailleurs, tu vois, si t'es régulé avec l'Angleterre, même si c'est hyper sérieux, c'est vraiment galère. Là, ils sont place de la bourse dans le deuxième ou le premier, je sais plus, et tu passes un coup de fil, tu fais un dossier. Et nous, on a reçu des fois des espèces de réconciliation entre le broker et le client parce qu'on s'était pas mis d'accord. Et pour éviter, parce que tu as besoin d'avoir une très bonne relation avec les régulateurs, pour éviter le moins de problèmes, tu payes. Moi, ça m'est arrivé. Franchement, c'était une histoire de fou. T'as un mec, il ouvre un compte, il dépose 40 000 euros, il perd 30 000 et il dit « c'est de votre faute ». Non, t'as perdu. Ouais, mais vous auriez dû me former. Non, on n'est pas dans l'obligation de former. Ok, il va voir l'AMF. L'AMF nous a forcé, en gros, pour que ça se passe bien, à lui donner un truc genre 16 000 euros. Ah ouais, carrément. Je me dis, donc les régulateurs, ils surprotègent parfois un peu les investisseurs parce que là, il n'y avait aucune logique pour le rembourser. Mais tu vois, c'est pour dire à quel point ça, jamais une histoire comme ça. Et tu penses que si vous ne faites pas la négoce de donner 16 000, ils vous blacklist, non? Non, ils nous blacklistent pas. C'est que ils ont dit voilà, on arrange l'affaire, vous payez 16 000 et puis ça s'arrête. Sinon, ça va être tribunal. Et t'as pas envie. Toi, nous, on avait un cabinet qu'on paye super cher pour gérer les affaires. On voulait pas du tout en fait gérer ça. On dit allez 16 000 et c'est pas grave. Mais sinon, c'est tribunal et puis t'as pas envie de t'embarquer là-dedans pour des procédures qui durent. Même si vous savez que vous êtes gagnant à full gagnant. Bah pour cette histoire-là, en tout cas. La société a dit ça vaut pas le coup. Moi je serais allé au bout. Donc parce que peut-être quelque chose quand même, non? Ah non, vraiment il y avait rien quand même. Bon, après je sais que 16 000 peut-être pour un broker c'est pas forcément pour FXM en tout cas c'était pas ça valait pas le coup a priori. Peut-être qu'il y avait une autre histoire, mais pour moi il y avait rien. Donc mais c'est pour expliquer cette anecdote que l'AMF il y a un vrai rôle de protecteur, tu vois. Donc c'est vraiment mais c'est bien parce qu'au moins on a ton côté à toi en régulé, et c'est vrai que le non régulé on est tous appâtés par l'effet de levier. Il y a des brokers aujourd'hui qui proposent des 1.2000, mais c'est que il faut se rendre compte, et c'est ce que tu dis Raphaël, qu'il faut éviter quand t'es débutant. Moi c'est ce que je recommande aussi, quand t'es débutant, 1.30 c'est très très bien, 1.60 même c'est très très bien chez les profs firmes, mais c'est vrai que quand on commence à partir dans les 1.500, les 1.1000, le capital, il fait pas long feu. Tu perds. Il fait pas long feu, Tu perds, donc ça sert à rien, sauf si t'as envie de tenter un coup de casino. C'est ça. Oh, pourquoi pas, mais tu perdras. Est-ce que par rapport à ton broker, t'as remarqué un petit peu, au niveau des perdants ou même des gagnants, c'est sur quel marché en général? Forex, matières premières,
l'indice boursier? Est-ce que tu as déjà regardé un petit peu de cette évolution Bah, c'est plus... Non, c'est pas... En fait, plus c'est volatile, plus les gens perdent. Le gold, quoi, en fait. Par exemple. Ouais. Le gold, Alors, les pertes de devises, ça perd. Le pétrole, ça perdait beaucoup. Je pense que c'est plus ça. Je pense que statistiquement, plus c'est volatile. Nous, on avait fait des stats et on voyait que plus le marché était volatile, plus les gens, ça les intéresse. Mais c'est comme l'effet de levier, mais plus ils perdent. Parce que c'est trop difficile techniquement, psychologiquement aussi, de gérer de la volatilité. Donc c'est plus sur ça, je dirais, qu'un produit en particulier, quoi. Et pourquoi tu penses que, comme tu disais, les brokers non régulés, pourquoi ils proposent un bonus? Quel est l'intérêt pour appâter le client, quoi. Ouais. Bah, c'est juste ça, hein, c'est appâter le client, comme c'était le cas avant en Europe. C'est ouvre ton compte, dépose 500, mets 500, et puis voilà. C'est une manière d'attirer le client, et ça marchait très très bien. Ouais, surtout qu'il le récupère en plus après, le broker. Bah oui, il le récupère parce que le gars, il va faire des volumes, il va être obligé de faire du volume, et puis il va finir par perdre. Donc le courtier, il se dit, bon, bah voilà, je lui ai donné 500 €, c'était du virtuel, de toute façon, il a tout perdu, et puis moi, j'ai tout gagné. Et est-ce que tu as est-ce que pour les personnes qui vont regarder, est-ce que tu as des signaux qui peuvent nous montrer que le broker, c'est une arnaque ou ça va peut-être devenir un scam ou quoi que ce soit? Est-ce qu'il y a des signaux qui sont un peu, pour nous, en tant qu'amateurs, qu'est-ce qu'on peut surveiller, en fait, par rapport à ça? Bon, il y a un seul truc à faire, hein. De toute façon, il n'y en a pas 36. Hein. Pour savoir si ton courtier, il est, on va dire, s'il est réglementé en Europe, on va dire réglementé en Europe, tu as le site de la Banque de France qui s'appelle Regafi. Ok, notez bien. Regafi, ça veut dire Registre des agents financiers. On le mettra sur le... Ouais. Ah ouais. Regafi. C'est le seul truc où tu tapes, tu vas sur le site de Regafi, tu as une barre de recherche comme Google, tu tapes le nom du courtier. Si il apparaît rien, c'est que soit t'as pas tapé le bon nom, soit il est pas accepté. T'as la même chose aussi sur l'AMF, non? Aussi, pareil. Non, t'as pas sur l'AMF. Ah, tu l'as pas. Ok. L'AMF, ils te mettent une liste liste noire, mais c'est pas du tout exhaustif. T'as pas tous les courtiers, et puis ça se met à jour. Tu vois, c'est bon. Tu peux regarder ça, mais non, mais je vais regarder le site. À chaque fois qu'on me parlait, je suis avec ce courtier-là, je sais pas si c'est une arnaque. Puis tu vas sur la liste noire, il n'existe pas. Et en fait, tu vas surtout sur le truc de Regafi et tu tapes le nom et tu verras s'il existe, ça veut dire qu'il est accepté en Europe et aussi en France pour démarcher, enfin faire du business avec les francophones. Donc il est accepté, il a le passeport pour travailler en France. C'est le seul truc. Après, les autres signaux, c'est que sur le site du broker, parce que pour avoir le nom, il n'y a pas que le nom du broker. Parfois, le broker, il a un nom. Et en fait, la société, elle a un autre nom. Donc, tous les courtiers sérieux, tu vas sur le site, tout en bas du site, il y a tout le détail de quel est le nom de la société, où est-ce que c'est régulé, quel est le numéro de licence et tout ça. Si tu vois rien, moi c'est le premier truc. Je suis chez ce courtier, je connais pas. Ouais. Je vais sur le site, je vais tout en bas et je vois rien. Je fais ok, c'est mort, parce qu'il y a des obligations et tout ça, donc j'ai même pas besoin d'aller sur Regafi pour savoir quoi. Tu le vois tout de suite. Voilà en gros les deux. Est-ce que les tu vois, par rapport au spread, est-ce que on va dire les spreads plus serrés, est-ce que ça signe d'un broker sérieux ou pas? Ou est-ce que ça n'a rien à voir? Non, ça n'a rien à voir. C'est comme le bonus, c'est une manière d'attirer les clients. Parce que tu as des comptes quand même qui sont différents maintenant. Je sais pas si chez toi il y a ça, mais par exemple, quelqu'un qui scalpe, les spreads ils sont différents, quelqu'un qui fait de l'intra, tu vois, est-ce que tu as ça un petit peu dans ton... Non, t'as deux manières de proposer le spread. Soit tu proposes le spread brut, soit tu proposes le spread dans lequel tu mets ta commission. Donc le spread brut, c'est le spread généralement que tu reçois en fait, donc du 0,2 sur de l'euro-dollar par exemple. Et généralement, tu mets ta commission par-dessus, ce qui te fait un spread, ça dépend de la commission du courtier, mais qui va jusqu'à 0,8, 1, 1,5, 2, 2,5. Donc après, c'est juste, mais le résultat est le même. Hein. Soit tu proposes le spread brut et à côté, tu as une commission, soit tu mets tout dans le spread. Mais bon, voilà, in fine, c'est la même chose. Donc, un courtier qui va te proposer un spread serré, il va juste te dire, moi, je gagne moins d'argent là-dessus. Donc, est-ce qu'il gagne que là-dessus? Généralement, plus le spread il est serré, plus ça signifie que le courtier, il va te dire, moi, je vais pas gagner là-dessus, je vais gagner sur ta perte. Donc, je t'attire de cette manière-là. Okay. Puis après, tu vas avoir des gros leviers où tu vas juste,
paumé et puis moi je vais gagner sur tes pertes. Donc c'est sûr que c'est la première, tu vois, c'est un peu la vitrine des brokers, le spread. Tout le monde a insisté sur le spread. Ouais, aujourd'hui, ils ont tout le monde a un petit peu baissé parce que c'est quand même un argument de taille, les gens sont intéressés par ça. Mais la réalité, c'est que vaut mieux payer un peu plus cher pour être bien entouré, bien encadré, et puis avoir tous les services, plutôt que avoir le courtier le moins cher possible, et puis en fait, à la fin... Mais t'as une régule quand même là-dessus, sur les spreads et les commissions? Vous êtes régulé par rapport à ça, ou c'est vous qui décidez? Tu décides. Ouais, ok. Il n'y a pas de... Il n'y a que sur le levier où tu décides pas. Pour les CFD. Que sur le levier, ok. Pour les CFD, hein, pour les futurs, tu fais ce que tu veux. Est-ce que ça existe aujourd'hui des brokers qui proposent des spreads à zéro? Ouais. Okay. J'en ai connu un. Okay. J'en ai connu un qui a fait faillite parce qu'il proposait des spreads à zéro. Donc là, clairement, il disait, moi, je gagne pas là-dessus, je gagne sur vos pertes. C'était ça, hein. Ça s'appelait World Spread, le broker qui faisait ça. Okay. Quand je suis arrivé, on m'a parlé, ouais, World Spread, tout le monde allait chez World Spread et tout. Je suis, ah ouais? Pourquoi? Ah, ils ont un spread à zéro. Je me suis dit, mais comment c'est possible? Ouais, c'est ça. Non, ouais, ils t'ont fait un truc complètement virtuel parce que même quand tu veux prendre zéro commission, t'as un spread de marché. Quand t'es sur les futurs, tu prends le DAX, sur le spread, il est de 1 point, quoi. À 1 point, il peut aller à 2. Donc lui, il te proposait un spread à 0. Donc vraiment, il te proposait une cotation, je sais même pas comment il faisait techniquement, tu vois, mais donc, quand ça arrive... Ça, c'est bien ce que tu dis, parce que ça veut dire que même sur les brokers futurs, on n'a pas de commission, c'est vrai, mais ils se rattrapent sur le spread, alors ça veut dire. Sur les futurs? Ouais, parce que souvent, il n'y a pas de commission. Sur les futurs, tu as un spread, spread de marché, et tu payes une commission à côté. Sur les CFD, tu as un spread aussi. Parfois, tu as des commissions. Parfois, tu n'en as pas. Parfois, tu n'en as pas. Parfois, c'est que dans le spread. Mais c'est juste que le spread sera beaucoup plus élevé que sur les futurs. Les futurs, parfois, le spread, il est à 0. Toi, sur des gros contrats, style le S&P 500, souvent, le spread, il est à 0. Mais sur le DAX, qui est un petit contrat, on va dire, même s'il est beaucoup tradé, tu as un spread qui est souvent à 1 point, voire 2. Il y a des heures que tu recommandes un petit peu où il ne faut pas... Tu vois, moi, par exemple, je vois 7h30, 8h30, 9h. Tu vois, quand je traite beaucoup le DAX, c'est vrai que là, les spreads, ils sont hyper élevés. Ouais. Hyper élevés. Bah, en gros, ce que les gens font, en tout cas, ce que je recommande, s'ils veulent des mouvements optimiser de un prix, petit peu, c'est... Nous, on a un indicateur en plus sur une plateforme qui te donne la volatilité moyenne sur, je sais pas, 1 an, 2 ans. Et ils te disent, voilà, à quelle heure c'est le plus volatile. Bon, bah, si tu fais des indices européens, c'est 9h. Ça paraît logique, hein, c'est 9h, 11h. Et l'indice américain, c'est 15h, 17h. Voilà, c'est là où c'est le plus volatile, c'est dès que le marché l'ouvre. Et avant, ça peut être intéressant parce que, comme je disais, hein, c'est pas parce que c'est volatile que c'est mieux. Mais au moins, ce qui est mieux, c'est que tu as du mouvement, le spread sera plus serré. Est-ce que tu penses que tu peux être rentable quand même? Parce que j'ai souvent la question, Seb, voilà, 7h30, 9h, et des fois, il y a des bons mouvements, tu vois, on a l'ouverture de Francfort et tout, et il y a des personnes qui ont envie de trader le DAX, bien sûr, et ils me disent, ouais, mais t'as vu les spreads, comment tu veux qu'on soit rentable sur nos positions avec des spreads comme ça? Est-ce que tu penses que ça influe ou c'est vraiment une espèce d'excuse que les traders se trouvent? C'est une excuse. Ouais. Si tu perds, c'est pas parce que tu as payé trop de commissions ou trop de spread. C'est pas parce que le courtier il a allé chercher tes stops. Si tu perds, c'est parce que t'as pas été bon. C'est bien ce que tu dis parce que ils ont du mal. Tu vois, quand je fais des lives, ouais, mais je comprends. Et j'ai toujours les mêmes questions. Ouais, Seb, regarde les spreads. Comment tu veux, même quand je scalpe, je gagne. Mais c'est impossible que tu payes plus de spread ou même plus de commissions que de gains. J'ai dit, il faut être logique. Sinon, il y a personne qui traderait. Et c'est vrai que c'est bien que tu répondes parce que j'ai souvent cette question un peu gênante où les personnes ne comprennent pas et ils se focalisent sur le spread et la commission. On a l'impression qu'il n'y a que ça. Ouais, non, mais je partage ce que tu... Parce qu'on me le dit aussi. Hein, j'ai payé... Mais non, mais ça change rien. Je veux dire, c'est pas parce que tu vas payer 2 fois moins de commission que tu vas gagner. Quand tu perds, tu perds. Oui. Peu importe que tu aies payé beaucoup ou pas beaucoup. Donc non, franchement... quand tu gagnes, moi j'ai suivi plein de traders qui gagnaient beaucoup. Déjà, ça m'a permis de voir que c'est réaliste. Que c'est vrai. Ouais, qu'il y en a qui gagnent et qui gagnent parfois des sommes hallucinantes. Et tu peux lui mettre le spread que tu veux, il gagnera quand même. Donc non, ça joue pas du tout. Enfin, ça joue vraiment très peu là-dessus. Peut-être que tu vas gagner moins si tu payes beaucoup plus cher parce que tu as une technique de scalping où tu prends très très peu et là, ça va jouer. Mais c'est pas ça.
le fait de payer 2 fois moins cher, c'est pas ça qui va transformer un trader perdant en trader gagnant. Voilà, c'est ça. C'est pas du tout ça. Ce qui va transformer un trader perdant en trader gagnant, c'est surtout là-dedans. Ouais, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. La discipline, la rigueur, c'est ça qui va faire que tu vas devenir gagnant. Puis l'expérience, quoi. Il faut trader. Il faut trader en réel. Parce que la démo, c'est bien pour apprendre une plateforme, mais pas apprendre à trader. Ouais, c'est sûr. Mais après, je te pose Bon, moi, je connais la réponse. Et les personnes ont besoin de l'entendre. Est-ce que tu penses qu'un jour, les marchés financiers vont disparaître? Non. Non, je te jure que je reçois souvent la question. Ah ouais? Et les personnes qui aujourd'hui investissent ou tradent ont peur que, avec l'intelligence artificielle, avec tous ces systèmes-là, que beaucoup plus de personnes soient gagnantes et que les marchés s'effondrent, en fait. Parce que c'est vrai qu'il faut un certain équilibre entre les gagnants et les perdants, même pour vous, pour les brokers. Et il y a les personnes qui se posent des questions en 2030, 2040. Est-ce que, avec toute cette intelligence artificielle, est-ce qu'on n'aurait pas beaucoup plus de traders rentables que ce qu'on a aujourd'hui? J'aimerais bien, mais j'ai peur que l'algo que le particulier va trouver pour gagner, t'as l'institutionnel qui l'a trouvé bien avant et qui va faire en sorte de... de toute façon, c'est pas un match l'un contre l'autre. Hein, c'est le marché, il monte, il baisse. Les tendances et tout ça. C'est tout. T'as un gagnant pour un perdant. T'as un perdant pour un gagnant. Non, je pense pas que même l'intelligence artificielle va faire évoluer les choses. Elle va pas faire disparaître le marché. C'est impossible. Hein, parce que tout ça, c'est virtuel, mais à la fin, tu as quand même des vrais gens qui te produisent, qui vont te chercher le café, l'or, le jus d'orange, tu veux, la matière première. C'est grâce à ça que ça vit. Et l'intelligence artificielle, ça va pas métamorphoser. Il va falloir toujours aller chercher les choses. Question, robot de trading, est-ce que tu penses que ça peut pas remplacer le trader de base? Est-ce que... Si, ça peut, hein, pour le coup. Et ça vous arrivez, par exemple, à détecter quand quelqu'un utilise un compte chez vous et qu'utilise un robot de trading? Est-ce que vous, par exemple, vous l'autorisez ou pas? Bien sûr, et on en fait la promotion parce que nous, on est une plateforme qui fait du trading automatique et on est à fond dans ce type de trading. Donc nous, on encourage les gens à faire du trading automatique, mais je vois en fait ta question parce que nous, c'est un peu particulier. Tu vois, nous, on gagne pas sur les pertes des clients, donc on a intérêt à ce que les gens tradent, gagnent et tout ça. Mais la plupart des courtiers, et au moins un pour lequel j'ai travaillé, les robots de trading posaient un vrai problème pour des courtiers. Parce que vu que toi, tu gagnes sur la perte de ton client, si ton client il se met à gagner du jour au lendemain et il fait plein de gains à court terme, le courtier, lui, ça va être une perte sèche pour lui. Donc, il va falloir déjà le trouver. Et là, tu as des algos qui, très rapidement, détectent les... Alors, trading automatique, je pense, oui, il le voit direct, mais c'est pas forcément ça le problème. C'est déjà voir celui qui gagne. Donc lui, il y en a un qui gagne, il va falloir qu'on fasse quelque chose contre lui. Donc soit le courtier, il est pas sérieux, il va faire des choses terribles, lui faire des ralentissements, éventuellement écarter les spreads, lui faire du slippage, ça. Celui qui va être sérieux, il va se dire, lui, il faut que je me couvre sur chaque position. Donc il va le mettre dans un groupe de traders. Pour le mot-clé, les gens, s'ils cherchent, ça s'appelle le A-Book. Il y a le B-Book, le A-Book. Il va le mettre dans le A-Book. Et donc, il va dire, voilà, lui, il gagne. Donc, dès qu'il va passer un ordre, moi, je vais être contrepartie. Je vais passer le même ordre sur le marché. Comme ça, je me couvre. Mais pour l'anecdote, il y a des communautés pas de hackers, mais de traders algo qui trichent sur le système des brokers. Ah ouais, carrément. Et là... C'est intéressant, ça s'appelle de l'arbitrage de latence. Ouais, l'arbitrage. Ouais. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il va brancher VT Markets, Vantage, machin. Il va connecter plein de courtiers. Et il y en a un qui va être plus lent que l'autre. Et donc, il va passer. Donc, t'imagines, le marché baisse. Ouais, le marché baisse. Hein. T'as un tel qui baisse en premier, lui en deuxième, lui en troisième, lui en quatrième. Et il y en a un autre qui va... Et il y en a un qui baisse, mais... un peu après les autres. Okay. Tu vois, il a 1 seconde, 2 secondes, 5 secondes de retard sur les autres. Et il va le pointer et il va à chaque fois, dès que le marché monte ou baisse, lui, il va acheter sur ce dernier courtier qui est le plus lent. Il va faire une espèce d'arbitrage de latence où il va passer des ordres qui sont hyper rapides. Et nous, c'est arrivé plusieurs fois quand je travaillais chez mon premier broker où
tu te retrouves un matin et t'as un gars, il a fait 200 000 dans la nuit parce qu'en fait, il a attendu, puis à un moment, il a appuyé au moment, et généralement, il le fait parce que c'est un gars que j'ai rencontré après. D'accord. Et en fait, il appuie au moment où les courtiers, ils dorment, quoi. Donc la nuit. Enfin, ils dorment. Il fait, je fais souvent ça sur la session australienne parce que voilà, il n'y a pas grand monde, tout le monde dort. Et pour que les gens réalisent que je suis en train de les arnaquer, eh bien, je peux faire, tu vois, il fait 1 000 € toutes les minutes, quoi. Il passe des ordres, il achète, il les vend, il achète, il vend. Et il triche un petit peu comme ça. Et ça arrive. Il y a plein de courtiers qui sont victimes, en fait, c'est comme des sociétés qui sont victimes des hackers qui veulent prendre leur système. Bah là, c'est pareil. Et t'as plein de courtiers comme ça qui sont victimes. Et moi, je l'ai vu plein de fois où t'as des mecs qui arrivent, ça se passe bien, ils te posent pas trop de questions. Et puis, à un moment, leur compte se transforme de 2 000 en 200 000, tu vois. Je dis, mais comment t'as fait? Et si t'es avec un mauvais courtier, il paye pas. Mais je me rappelle, nous, on avait payé. Alors que c'est interdit, toi, de faire ça. Enfin, bref, voilà. En tout cas, n'hésitez pas, voilà, Tim, si vous avez envie des fois de nous rejoindre aussi sur YouTube. Voilà, on partage avec Raphaël. Mais si vous voulez me retrouver, moi, voilà, je trade tous les jours, donc en direct, à partir de 14h20. On est souvent 800, 1000 personnes en live. Le but, c'est aussi d'avoir une façon pédagogique, éducative. On n'est pas là pour faire du copy trading ou autre, mais surtout vous sensibiliser, comme on le fait avec Raphaël. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous allez retrouver le lien dans la description de la vidéo. Voilà, vous cliquez dessus. En plus, c'est gratuit. Ça permet de passer un bon moment. Et puis voilà, on permet aussi de partager des interviews avec Raphaël. Et en plus de ça, Raphaël, tu auras un petit cadeau à leur offrir en leur recommandant quelques brokers, si tu veux bien. Petite liste de brokers que tu recommandes un petit peu. Ouais, si ça te dérange pas. Non, pas du tout. Voilà. Après, c'est pas très objectif parce que moi, je travaille pour un courtier. Donc, on va commencer par l'humain qui s'appelle WH Self Invest. Et après, pour les autres courtiers, moi, je recommanderais les courtiers réglementés. Donc, IG. On leur fera une liste. IG, XTB, Saxo, Interactive Broker. On leur fera une petite liste et on la communiquera directement sur le Telegram. Avec plaisir, ouais. Ça permet d'aider. Donc, Raphaël, juste pour terminer, on va te demander une petite anecdote, quelque chose qui t'a vraiment marqué au niveau broker que tu peux nous raconter et nous partager. Je vais parler d'un client qui est le client qui, moi, j'ai vu le gagner le plus d'argent. Ok. Alors, on part pas tous à égalité. C'est que lui, il a commencé par un capital de 1 000 €, d'1 million d'euros. Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais. Et puis, c'était un client qui était en Arabie Saoudite, donc moi, je couvrais pas du tout ce marché, mais j'avais entendu qu'il y avait un client qui avait déposé 1 million. Et puis, je me suis retrouvé un petit peu à le suivre de temps en temps, voir un peu sur quoi il tradait, ce qu'il faisait. Et puis, un jour, je vois son compte, je le vois, il est à 12 millions. Je me dis, putain, comment il a fait? Et puis, donc, là, je commence à regarder un peu tous les jours ce qu'il fait. Il trade l'euro-dollar, et il commence à passer des transactions. En plus, en Arabie Saoudite, c'est une autre entité, donc, entre guillemets, offshore. Donc, il y avait des leviers importants qui étaient proposés, et lui, il prenait plein de leviers. Et puis, à un moment, je le vois continuer à monter son compte. Et son compte, il arrive à 130 millions. Oh la vache! Tu vois? C'est énorme. Que à faire de l'euro-dollar. Et puis, en même temps, tu as un de mes collègues des États-Unis qui vient pour faire une formation. Et puis, il parle de ce gars-là en disant c'est que ce gars-là, maintenant, quand il passe un ordre, eh bien, parce qu'il passait des ordres de 500 millions, tu vois, avec le levier, il passait des ordres de 500 millions. 500 millions, c'est une énorme transaction, même pour un institutionnel, c'est une bonne transaction. Mais là, c'est un particulier, donc c'était hyper compliqué à gérer et à exécuter un ordre aussi gros. Donc, quand tu mets 500 millions, toi, là, j'ai remarqué que je voyais son relevé avec une liste énorme de lignes d'ordre de 1 million, 3 millions, 9 millions, 10 millions, 9 millions, 3 millions, tu vois, pour exécuter les 500 millions, parce que tu le fais pas en une fois. Ouais, tu fais pas une fois. Il y a une liquidité sur chaque prix. Et donc, il était exécuté sur plein de lignes. Et il disait, si un jour, tu as remarqué que la plateforme a bugué pendant 30 secondes parce que ce mec-là, il était en train de soit ouvrir un ordre, soit le fermer. Ah la vache. Tellement le truc, il était énorme. Ça faisait bugger la plateforme dans le monde entier parce que le gars, il passait des ordres qui étaient énormes. Et ce qui est terrible, alors il a eu l'intelligence de retirer 30 millions, mais après, il a tout perdu. Ah ouais. Donc tu vois, je sais pas psychologiquement comment il a géré le fait de passer
à 130 millions et il doit reperdre tout. Quoi. Ouais. Et la petite question que j'ai pour finir, est-ce que tu penses qu'un gars comme ça peut faire couler un broker? Parce que de 1 million à 130 millions, et on se dit que le mec, il a une évolution qui est énorme, mais qui continue. 200, 300, 500 millions. Est-ce qu'il y a un moment donné, il n'y a pas une panique chez le broker en se disant, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il va nous ruiner. Si tu te mets contrepartie, que tu te couvres pas sur lui, tu fumes là. C'est fini. Ton broker, il est terminé. Ah ouais. Mais des clients qui mettent des 1 million et qui se mettent des grosses sommes, déjà, il n'y en a pas beaucoup. Et quand ça arrive, le broker direct prend pas de risque et il se couvre automatiquement. Toi, il le met direct dans le A-book, même s'il perd, ou il essaye de le gérer individuellement, mais il va pas prendre le risque. Enfin, après, ça dépend. Il y a des courtiers, ils prennent le risque, ils se disent, il va mettre 1 million. Moi, j'ai un client, il avait mis 8 millions. Okay. Il avait perdu, franchement, c'est terrible, mais il avait perdu, je crois, 1 ou 2 millions en même pas une semaine. Ah ouais. Et là, la question, c'était, est-ce qu'on s'est couvert ou pas? Est-ce que le courtier, est-ce que nous, on a gagné 1 million ou 2, ou est-ce qu'on a juste pris le spread de, je sais pas, 200 euros, 300 euros, toi, l'équivalent? Et c'est vrai que le courtier, après, c'est lui qui va arbitrer le fait il va regarder comment il trade au début, voir un petit peu son comportement, et très vite, il va savoir si c'est un gars qui va perdre ou il va gagner. Mais parfois, il se trompe, tu vois, c'est les risques que tu prends. Donc, typiquement, lui, on n'avait pas perdu parce qu'il faisait que de l'euro-dollar et le courtier pour lequel je travaillais. Tu peux pas le virer, le mec, si? Tu peux le virer, vous avez le droit de le virer. Même s'il n'enfreint pas les règles. Ah, bien sûr. Tu peux virer qui tu veux. Ah ouais, carrément. Mais ça arrive souvent, des courtiers, quand tu gagnes, il y en a plein, ils sont virés parce qu'ils gagnent. Ah ouais. Ouais, tu vois, je pensais pas vraiment, parce que vous êtes quand même gagnant, vous, par rapport au spread, par rapport au. Ça dépend aux comment commissions. tu trades. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, t'as dit, vous encouragez nos clients, on les encourage à trader. Et là, du coup, vous avez un mec qui fait de 1 million à 130 millions, et vu que, par rapport à ses gains et le rendement qu'il a, vous êtes capable quand même de le virer. Dans mon cas, je te parle dans ton cas. Dans mon cas, non, on le ferait jamais. Au contraire, on est content parce que nous, on prend pas de gains sur les, on gagne pas sur les pertes ou les gains. Donc lui, au contraire, on a des clients quand ils gagnent, on est hyper heureux. Mais quelqu'un qui fait que des pertes ou des, lui, il peut le virer. Mais voilà, un courtier market maker, lui, il le vire. Est-ce qu'il perd pas le mec au final? Il perd quasiment pas, quoi. Ouais. D'1 million à 130 millions, c'est pas rentable, quoi, on va dire. Ah non. Ouais, non, c'est sympa en tout cas. Voilà. C'est incroyable. Ouais, franchement. De toute façon, même, tu sais ce que je pensais? De tous les podcasts que j'ai fait depuis 2 ans, je pense qu'il fait partie des meilleurs. Écoute-moi bien, si aujourd'hui tu veux progresser en trading, je t'offre une opportunité en or. J'ai mis en place un canal Telegram privé où chaque semaine on fait des lives exclusifs avec plus de 900 traders en direct. On partage nos stratégies en temps réel, nos prises de position. C'est 100% gratuit, aucune excuse pour ne pas être présent. Voilà, tu cliques dès maintenant et tu nous rejoins.